Sud Radio, 19h-19h30, les vraies voix du sport. Bienvenue dans les vraies voix du sport. Dernière journée de Ligue 2 ce soir, dernière journée de Ligue 1 demain. Nous sommes en compagnie de Thibaut Vézirian, journaliste sportif et patron du site teamfootball.fr. Bonsoir. Bonsoir. Toujours un grand plaisir de vous avoir. Moi aussi. On va tirer le pré-bilan de la saison, on va dire ça comme ça, parce qu'on a quand même des informations. On va commencer par la dernière journée de Ligue 2 ce soir. 3 équipes peuvent monter en Ligue 1, malheureusement, avec le passage à 18 clubs en Ligue 1, il n'y aura que 2 places. Ça va se jouer entre Le Havre, qui reçoit Dijon, qui lui est en danger de descendre en national, Bordeaux, qui reçoit Annecy, qui n'a plus rien à craindre. Rodez, ouais. Qui lui est en danger aussi, mais un peu moins, théoriquement. Et Metz, qui reçoit Bastia, qui lui n'a plus rien à gagner ni à perdre. Votre pronostic? Bastia, ça reste une très belle équipe de cette Ligue 2. Qui est 4e. Qui nous a régalé cette saison. Donc franchement, rien de gagné pour Metz. Mais Metz me paraît, pour moi, l'équipe qui a le plus de certitude là. Ils viennent de choper cette 2e place in extremis lors de la dernière journée à Bordeaux, qui a été battue à Annecy, du coup. Oui, c'est ça, Bordeaux. Et là, j'y crois pour Metz, parce qu'à domicile, Saint-Symphorien va s'enflammer. Ça va être normalement 3 points pour la montée. En revanche, pour Le Havre, ça me fait très peur parce qu'il coince au mauvais moment de la saison les 3-4 dernières journées. Donc là, j'ai très peur parce que Dijon en face a un spécialiste du maintien, c'est Pascal Duprat qui est le coach de Dijon, qui voudra aller gagner au Havre pour sauver Dijon in extremis, ce serait incroyable. Faire une TFC Angers. Voilà. Et Bordeaux, un match abordable à domicile, et Bordeaux va attendre plutôt les résultats des autres parce qu'il faudra un sacré goal average, il faudra que Le Havre perde, et Bordeaux donc est un peu l'outsider pour la montée. Donc pour vous, c'est Metz et Le Havre qui vont monter? Eh bien, j'ai envie de vous dire, c'est jamais comme on le prévoit dans le foot, alors je vous dirais Metz et Bordeaux. Ah oui, Metz et Bordeaux. Surprise. Alors là, ce serait la grosse déception pour Le Havre qui tient la tête du championnat depuis des mois. Allez, on va passer à la Ligue 1. Un des rares suspens en Ligue 1, c'est malheureusement la 4e place de l'ascenseur pour l'échafaud, puisqu'il y a 4 équipes qui descendent. Il y en a déjà 3 dont on connaît les noms, Angers, 3 et je l'ai noté. Angers 3 Ajaccio. Angers 3 Ajaccio, c'est ça. Et là, tout va se jouer entre Nantes et Auxerre. Nantes qui reçoit Angers le dernier, qui joue pour l'honneur, et Auxerre qui va recevoir un qualifié en Ligue des Champions dont c'était pas prévu en début de saison, Lens. Pas du tout, en effet, pour ce choc pour Auxerre. Mais du côté de Angers-Nantes, ça me fait penser à un derby. C'est comme un derby. Ah oui, c'est l'Ouest. Et les Angevins ont promis que, quitte à descendre, ils aimeraient bien descendre avec leurs voisins. Voilà, c'est une petite canaillerie de voisins. Donc j'ai très très peur pour Nantes, qui n'était pas du tout programmé cette saison pour le maintien, qui a joué cette Coupe d'Europe un peu trop, avec un effectif à peine tout juste pour la Ligue 1. Donc j'ai vraiment peur parce que mentalement, pour moi, ils n'y sont pas. Et à l'inverse, Auxerre, du début à la fin, ils savaient qu'ils lutteraient et ils en sont encore à lutter à la dernière journée face à des Lensois qui, ça va être l'incertitude, ont-ils fait la fête 2-3 jours ou toute la semaine pour fêter la qualification en Ligue des Champions? Et ça, forcément, ça joue sur les organismes et sur les résultats suivants. Les Lensois qui savent ce que c'est les équipes qui font la fête, puisqu'ils étaient allés jouer le TFC juste après la finale victorieuse en Coupe de France. Les 4, pour vous, donc, c'est plutôt Nantes qui va descendre? J'ai vraiment peur. J'y croyais pas à 10 journées de la fin, alors qu'ils commençaient déjà à s'enliser. Et aujourd'hui, pour moi, Nantes, changement d'entraîneur ou pas, fonce vers la Ligue 2. C'est triste, c'est dramatique pour le peuple des Canaries là, et surtout ce beau stade. Mais ça y ressemble. On va passer en haut de tableau. On connaît déjà, on a les 3 noms du champion, de la Ligue des Champions, pardon. On a évidemment le nom du champion, le PSG. Est-ce que c'est pas quand même une saison ratée, même si maintenant ils sont passés devant Saint-Etienne avec 11 titres? Et pour Paris et pour Marseille, je parlerai de saison ratée, un peu durement, parce qu'en effet, Paris est champion malgré tout. Paris a écrasé le championnat. Mais Paris ne peut pas ne pas être champion. Enfin, voilà. On dira que Montpellier les a battus, que Monaco les a battus, que Lille les a battus. Mais Paris doit faire mieux, doit faire plus. Dès le début de cette saison, on s'est dit que cette équipe serait coupée en deux, que ça ne pouvait pas marcher collectivement. Ils n'ont rien réajusté. On avait annoncé qu'il y aurait 2 joueurs méga stars qui prépareraient 3 mois comme il faut le championnat, qui joueraient la Coupe du Monde et que derrière, plus rien. C'est ce qui est arrivé aussi.
aussi. Donc Paris est devenu prévisible dans un cercle permanent où on voit que même au niveau de la direction, il y a des envies d'un coach, puis d'un autre coach, et que personne ne s'entend. L'émir a un avis, Campos, le directeur sportif, a un autre avis. Bref, on ne s'y retrouve plus dans ce PSG. Il faut à nouveau une ligne directrice, et c'est pour ça que cette saison est ratée. Et Christophe Galtier sera donc le fusible, alors que pour moi, c'est même pas le plus fautif, puisque c'était une saison galère forcément. Ah oui, c'est une saison ratée pour le PSG. Dernier match de Messi au Parc des Princes demain. Est-ce que c'est un échec pour lui et est-ce que c'est un échec pour le club ou est-ce que c'est un échec pour les deux, ces saisons parisiennes? Triple échec, le club, le coach et Messi, parce que vraiment il n'y a eu aucune émotion. Il y a eu des buts jolis, ok, mais pas tant que ça, et on se souvient de rien à côté de au sujet de Messi. Je pense que le souvenir qui restera, c'est le pénalty raté contre le Real Madrid qui aurait pu faire 2-0 et changer complètement les choses. Oui. C'est la seule chose. Une première saison que certains veulent, sous couvert de s'adapter, oublier, ok, c'est Léo Messi. Et ensuite, certains en reviennent au fait que Léo Messi marche sur un terrain, ça c'était pas nouveau, mais c'est surtout que l'alchimie ne s'est jamais faite, et c'est ça qui est terrible pour le PSG, c'est que Messi, le peuple du Parc des Princes, ne s'y est non plus jamais fait, jamais attaché. Oui. Neymar, a priori sur le départ, on parle de Manchester United. Messi sur le départ, ça c'est certain. Bon, Mbappé qui reste, heureusement. Comment peut-on envisager l'avenir et surtout le recrutement sur le terrain et sur le banc pour le coach notamment? Certains médias parlent déjà d'Asensio, Marco Asensio, pour venir du Real Madrid. Mais milieu offensif, très bon joueur. Très bon, mais habitué quand même au banc des remplaçants à Madrid. Moi, ce qui m'inquiète, c'est de reconstruire ce PSG autour d'Mbappé, alors que dans un an, beaucoup ne trahissent plus trop de secrets en disant que Mbappé a envie de partir. Il va prendre l'argent de sa dernière année de contrat. Il y a une année qui peut être reconductible, mais tout porte à croire qu'il ne prolongera pas. Il en a marre du bazar actuel à Paris. Donc ça, c'est le vrai problème, c'est reconstruire pour un an avec Mbappé. Avec quel coach? Comme je l'ai dit, l'émir a apparemment des pistes. Certains parlent de Luis Enrique. D'autres, côté portugais, puisqu'il y a une frange portugaise au Paris Saint-Germain, du côté de Campos, veulent plutôt Mourinho ou d'autres. On ne s'y retrouve plus, et les joueurs au milieu de tout ça, ils en perdent leur football. On va continuer en Ligue des Champions. Lens, deuxième méritant. C'est une immense surprise. C'est pas une immense surprise parce que y avait déjà un socle, une âme, un coach, un fonctionnement du club. Pour autant, oui, arriver à être aussi fort par rapport à Paris. Ils ont été plus forts que Paris sur la saison. Après, il y a eu la régularité parisienne et les stars qui font la différence individuellement, mais dans l'âme, dans l'état d'esprit collectif, face à Marseille aussi, ils ont été gagnés là-bas, ils les ont battus à domicile. Lens a fait le travail et mérite sa belle deuxième place. Pour autant, avec cette année, c'était le 11e budget de Ligue 1. Oui. Je crois vraiment que les problèmes commencent entre les appels incessants des agents pour faire acheter des joueurs, les joueurs à l'intérieur du socle, des cadres qui vont vouloir être valorisés ou être prolongés ou être vendus. Les problèmes commencent. Oui, parce qu'il y en a quand même qui ont montré ce qu'il valait. Je pense à Openda, Medina, le gardien de but, Fofana, Sotoka, qui est pas le joueur magnifique. Est-ce qu'ils vont avoir les moyens de créer une équipe pour la Ligue des Champions? Parce que ça fait peur, si tout le monde s'en va, refaire une équipe, ça va être compliqué. Ce qui me fait peur, et très peur, c'est que même avec cette équipe-là de base à 110%, 120%, il leur faudrait 2-3 autres joueurs au moins pour vivre tous les 3 jours avec la Ligue 1. C'est hyper exigeant, et la saison prochaine, Lens sera attendu, sera connu, on sait comment il joue, donc ce sera encore plus dur pour Francaise et ses équipes. Et puis, si vous tombez dans un groupe de la mort, ce qui sera certainement le cas. Surtout quand on est dans le chapeau 4, ce qui sera leur cas. C'est la réalité. Donc, on sait qu'on peut être face à des désillusions le mercredi. Et derrière, il faut remettre le bleu de chauve pour le championnat. Rien de facile qui arrive pour Lens, mais que du plaisir pour les supporters. Le bleu de chauve qui s'appelle le sang et or dans le Pas-de-Calais. Exactement. Les vraies voix du sport en compagnie de Thibaut Vézirian, journaliste sportif et patron du site teamfootball.fr. On n'a fait qu'un bout, là on est à la 2e place. On se retrouve dans quelques instants pour faire la suite du classement de cette Ligue 1. Retour des vraies voix du sport, on a parlé un peu de la Ligue 2 dont la dernière journée se joue ce soir et on saura qui du Havre, qui de Bordeaux, qui de Metz va monter en Ligue 1. Il n'y a que 2 places pour 3 postulants, donc il y aura 2 heureux et un malheureux ce soir. Et on parle également du bilan de la Ligue 1 bien évidemment. Thibaut Vézirian, Marseille, vous avez dit que c'était une saison ratée, totalement ratée.
totalement raté, c'est dur, très dur pour Igor Parce qu'ils sont quand Tudor. même en tour préliminaire Ligue des Champions. Ils se sont donnés, il y a eu des bons matchs, ils ont finalement obtenu un podium, mais par rapport à l'effectif, par rapport aux recrues, par rapport à l'arrivée en plein hiver d'une recrue la plus chère de l'histoire du club comme Vitinha, 32 millions d'euros, par rapport à ce qui devait se faire, puisqu'en début de saison, il y avait aussi Gerson, il y avait aussi Payet au top de leur forme, ils sortaient d'une saison exceptionnelle, et à l'arrivée de Bailly à relancer, il y avait plein de belles choses. Et finalement, ils se prennent un petit peu les pieds dans le tapis avec quelques défaites par-ci par-là. Oui, ils ont battu Paris cette saison, ok, mais ils sont aussi éliminés en Coupe de France par Annecy à domicile. Et ça fait tâche quand on est l'Olympique de Marseille. C'est insupportable pour les supporters. Et à l'arrivée, oui, cette 3e place, c'est le minimum. Comment expliquer que Marseille ait perdu autant de points bêtement ? À domicile ? Oui. Je crois Parce que là, je pense que c'est eux et Lyon, les deux Olympiques, les deux équipes les plus irrégulières cette saison. Je crois qu'à domicile, en fait, quand on est face à plus de 60 000 personnes à Marseille, il faut avoir les épaules larges. Il faut être non pas un bon joueur, mais un très très bon joueur pour supporter ça et être libéré face à ça. Et que certains joueurs deviennent timides et géniaux à l'extérieur, comme par hasard. Donc géniaux, j'exagère peut-être, mais à l'arrivée, on voit des Marseillais qui se recroquevillent, qui peinent, qui font des erreurs techniques à domicile. Et les petites équipes en profitent parce qu'il n'y a pas de petites équipes d'ailleurs en Ligue 1 et que forcément ça laisse de la place et des espaces avec un Tudor qui a été un peu psychorigide tactiquement aussi. Moi, il y a une image qui me reste de Marseille cette saison, c'est le grand n'importe quoi contre Tottenham alors qu'ils sont qualifiés pour la Ligue Europa. Ils font mais un grand n'importe quoi, vous vous en souvenez, ils donnent un but à Tottenham dans les arrêts de jeu. Comment une équipe de très haut niveau peut-elle faire une erreur pareille ? Le problème mental, il est vraiment fort parce que là, c'est vraiment, comme on dit à Marseille, une grosse cagade. Pagaille à domicile, cagade parce que manque de communication aussi certainement. Le coach qu'on a vu carrément rentrer sur le terrain lors d'une action de l'Olympique de Marseille sur ce match-là, et des supporters qui au final en fin de saison ont un petit peu la mémoire courte là-dessus parce que Marseille avait un groupe prenable largement à sa portée. Quand on voit Tottenham en fin de saison pas qualifié en Coupe d'Europe, Francfort pas qualifié non plus en Bundesliga, le Sporting Portugal, ok, belle équipe, il y avait la place. Et à l'arrivée, on a l'impression qu'on leur pardonne parce que Tottenham est un beau nom, Francfort aussi. Non, la Marseille s'est ratée en Ligue des Champions. Et encore une fois, avec autant d'internationaux, une masse salariale qui est, je crois, la plus chère de l'histoire du club. Non, l'OM devait faire mieux. Et cette cacophonie que vous dites au Vélodrome sur le dernier match, c'est à l'image. Le seul enjeu de cette dernière journée, ça va jouer entre Lille, Rennes et Monaco. Il y aura 3 Lille, Brest, Rennes et Monaco TFC. Qui va se qualifier pour la C3 et la C4 à votre avis ? Il y a un vrai... Donc maintenant il n'y a plus de C2, c'est C1, C3, C4. Il y a un vrai truc bizarre qui peut se passer au sujet de la C3 notamment, c'est que Toulouse possède le même propriétaire que le Milan. Oui. Les deux clubs sont qualifiés en Coupe d'Europe. Normalement, l'UEFA ne doit pas les autoriser à jouer à la Coupe d'Europe. Donc Toulouse, qui ne joue pas la Ligue des Champions, pourrait perdre ce trophée, non pas la Coupe de France, mais l'accès à la Coupe d'Europe. Ce qui offrirait une place de plus en championnat. Vous comprenez ? Oui. Donc la 5e, 6e place serait qualificative pour la fameuse C3. Oui. Et Monaco, Rennes qui vont batailler. Monaco... Je trouve qu'ils sont sur une pente ultra descendante, mais Rennes, je les vois en C3. Et pourquoi pas, si Toulouse n'arrive pas à changer entre guillemets de propriétaire ou faire une petite manigance cet été, je vois bien quand même Lyon aller chercher cette petite place. Bon, a priori, le TFC aurait trouvé la solution. Ah, on l'espère. Je reste moi dans le flou là-dessus mais justement, et j'espère pour eux. On va parler des promus. C'était une année compliquée pour les promus puisque avec le passage de la D1, la Ligue 1 à 18 clubs, c'était pas 2 clubs qui descendaient et un barragiste, c'est 4 clubs qui descendent sans barragiste. Parmi les promus de l'an dernier, il y avait Ajaccio, Auxerre, le TFC. Ajaccio, c'est cuit. Auxerre est sur un siège éjectable et le TFC lui est sûr de se maintenir et en plus il gagne la Coupe de France pour la première fois depuis 66 ans. Est-ce que c'est finalement pas une saison vraiment réussie pour le TFC ? Succès exceptionnel et le succès qui donne des ailes grâce au beau jeu. Merci à eux, merci à Clermont, merci à Lens cette saison d'avoir montré qu'en Ligue 1 on peut briller et se maintenir avec des effectifs entre guillemets de bas de tableau ou de Ligue 2 en Ligue 1. On peut donc faire de belles choses quand on a une ligne directrice, quand on a un état d'esprit et quand on a des coachs comme Montagnier à Toulouse qui vous disent où aller. Alors oui, ils vont perdre des joueurs là en cette fin de saison. Là, c'est les grands départs. Mais ils sont bons. Les néerlandophones, là, tout le monde s'en va. Mais c'est qu'ils ont des idées, les Toulousains. Spearings, etc. Oui, alors sur le recrutement, oui. Forcément, ils ont des idées derrière, puisqu'ils nous ont montré déjà depuis quelques années qu'au niveau recrutement, ils savaient faire. Et ça, c'est un gage de sécurité pour se maintenir ensuite en Ligue 1 avec le beau jeu.
Alors, justement, quelles sont les équipes qui vous ont marqué dans cette saison, outre celles dont on a parlé? Il y en a qui vous ont vraiment déçu, comme Nantes par exemple, ou d'autres, excepté Lens, qui vous ont fait plaisir, ou d'autres vous dites tiens, pas terrible, moyen. Pour moi, la grande réussite de cette saison, je viens de les citer, c'est Clermont. Parce que Clermont, si vous mettez cet effectif, et sans en toute sympathie pour eux, si vous mettez cet effectif dans d'autres mains, ils peuvent être à la cave en jouer la descente. Et toute la saison, ils ont été au-dessus de cette ligne de flottaison. Ils ont fait du beau jeu. Ils ont obtenu des résultats face à des gros. Ils ont été bons à l'extérieur, bons à domicile au stade Gabriel Montpied, qui est pas le stade le plus avec le plus de chaleur au monde. Ils ont assuré techniquement et tactiquement, avec pas que des joueurs connus, et là aussi une cellule de recrutement réduite, mais les bons coups aux bons endroits. Quand vous avez un bon buteur en Ligue 1, un bon gardien, ça a été le cas avec Moridio, vous pouvez voyager. C'est sûr que ça aide. Il y a quand même une chose dont on peut pas ne pas parler ce soir dans les vraies voix du sport, c'est le fiasco des clubs français en Coupe d'Europe. Je pense que ça n'a jamais été pire que cette saison. Comment expliquer ça? On est obligé de revenir là-dessus, j'ai honte. Non, mais on est obligé, parce que terrible, pour faire le bilan de la saison, on a parlé du bilan en France, et en Coupe d'Europe, c'est cataclysmique. Mais je crois que justement, avec la grande peur de descendre, les 4 clubs qui descendent, ces équipes ont voulu assurer d'abord, en priorité, la Ligue 1. J'ai envie de leur dire, ne participez pas alors à la Coupe d'Europe, retirez-vous avant de la jouer. Mais on a vu cette attitude d'équipes qui jouaient à moitié la Coupe d'Europe. On a vu Nice aussi qui en perd son football alors qu'elle était sur une bonne série face à Bâle. Excusez-moi, Bâle, c'est pas le Manchester City quand même. C'est terrible et on est déçus, mais les explications, elles sont un petit peu financières peut-être, elles sont beaucoup dans l'attitude et franchement, on attend qui prennent leur revanche la saison prochaine et qui nous montrent autre chose vis-à-vis des supporters. Bon, on a sauvé la 5e place de justesse face aux Néerlandais, notamment, et aux Portugais. L'an prochain, grand danger, ou alors on se dit avec les équipes qu'on a, Marseille qui va peut-être se renforcer, le PSG qui fera probablement mieux, peut-être mieux qu'un 8e de finale, ou alors le PSG qui se fait sortir en phase de poule et qui gagne la Ligue Europa, pourquoi pas? Oui, c'est bien vu. Là, ce sera ou même la C4, c'est pas possible. Mais est-ce qu'on peut arriver à s'en sortir quand même? Parce que là, c'est désastreux. Le drame, c'est qu'en fait, on repart sur la saison prochaine parce que le classement UEFA, l'indice dont vous parlez, il est glissant sur 5 ans. Donc en fait, en septembre, on repart en tant que chasseur des Néerlandais. C'est ça. Il va falloir prendre plus de points qu'eux. Nos équipes vont devoir être plus fortes sur la scène européenne que les équipes néerlandaises. Et là, on attendra bien sûr de voir ces classements, ces groupes et qui on va affronter pour savoir. Mais on a peur. On a franchement la trouille. Merci beaucoup Thibaut Vézirian, journaliste sportif et patron du site teamfootball.fr. Toujours un plaisir de vous avoir. Merci à vous. On se retrouve lundi dans Les Vraies Voix avec Cécile de Ménibus à 17h. Tout de suite, Stéphane Moller pour parler de votre argent, conseil de famille. Et ensuite, la Dream Team Rugby.